Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 janvier 2020, c'est le 173e rapport de situation sur le Donbass. Avant de commencer le sitrep à proprement parler, je vous signale que Facebook nous censure actuellement. J'ai donc besoin de l'aide de tous nos auditeurs qui sont sur Facebook pour relayer nos articles sur cette plateforme et sur les autres, et entre autres dans les groupes. Sur Facebook. Je vous encourage aussi à partager, à inviter des amis à liker la page Donbass Insider sur Facebook, si c'est pas déjà fait, si ce sont des personnes dont vous pensez qu'ils peuvent être intéressés. Donc vraiment, allez-y, et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur d'autres plateformes alternatives qui ne sont pas soumises à la censure, comme Contact ou Telegram, parce que si un jour il prend la lubie à Facebook de nous censurer définitivement, là pour le coup, voilà, on sera plus du tout présent sur cette plateforme. Donc vraiment n'oubliez pas de passer aux alternatives Contact et Telegram. Il y a de plus en plus de gens qui y passent, c'est super, mais il faut accélérer le mouvement parce qu'on se rend compte que la censure elle va crescendo, non seulement sur Facebook mais sur Twitter aussi, où plusieurs comptes pro-Russie ont été censurés, bloqués, voire supprimés par Twitter entre autres cette semaine. Donc vraiment passer aux alternatives, ça devient vraiment urgent. On va passer à la partie militaire du sitrep, puisque du 11 au 17 janvier 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 36 reprises, donc presque le double de la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 18 obus de mortier de 120 et 82 mm, là aussi presque le double. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, mais supérieur toujours à 12,7 mm, on arrive à un total de 171 munitions, donc là on est à plus du double de la semaine précédente. Là, tout va bien. On est sur une mauvaise tendance, parce qu'en plus, si on regarde les dernières 24 heures, là, ça devient carrément inquiétant, puisqu'on a eu 5 violations et 104 munitions. 104 munitions en 24 heures, donc plus de la moitié du score de la semaine en 24 heures, dont 19 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, en 24 heures, ils ont tiré plus d'obus de mortier que pendant la semaine écoulée. Donc voilà, ça c'est très très mauvais. Hein. Ça c'est pas bon signe du tout. Les tirs de cette semaine ont tué un soldat et blessé un civil en République populaire de Lugansk, je vais revenir là-dessus après. Pour les RPD, on n'avait pas eu de chiffres la semaine passée, donc là j'ai les chiffres pour 2 semaines. Du 1er au 16 janvier, on a eu 3 soldats morts et 3 soldats blessés en RPD, donc c'est hyper mauvais, c'est pas bon du tout. Bon, côté ukrainien, ils sont encore pires, hein. Ils sont encore pires, surtout au niveau perte hors combat, parce que alors là, c'est vraiment... c'est la fête du slip. Hein. Je vais vous donner quelques exemples, hein, comme ça, pour vous rendre un petit peu compte. Dans la 28e brigade, ils ont fait des travaux de fortification, puis bon, forcément, pour pouvoir travailler tranquillement, ils ont décidé de déminer certaines zones, hein, de retirer des mines et des engins explosifs. Et puis, il y a un des engins qui a explosé et qui a tué 2 soldats sur le coup. Voilà. Dans la 128e brigade, il y a eu un conflit interpersonnel entre le commandant du premier peloton, le lieutenant Dropati, et un soldat, le soldat Shuleshko. Et puis bon, le lieutenant était beurré, et en cours de la dispute, il a tiré sur son subordonné. Voilà. Bon, les autres soldats ont été attirés par le bruit du tir, ils sont venus maîtriser le commandant et emmener le blessé à l'hôpital. Mais enfin bon, ça c'est quand même assez édifiant. Dans la 10e brigade d'assaut de montagne, alors là on a eu un florilège, hein, c'est eux qui ont le record. On a eu des soldats qui se sont empoisonnés eux-mêmes avec de l'alcool frelaté, certains qui se sont fait sauter sur leurs propres engins explosifs, ou qui ont fait des overdoses de drogue. Résultat, ils ont 5 morts, dont un officier quand même. Hein. Donc eux, c'est record toute catégorie. Faut aussi compter les pertes dues aux abus de pouvoir des commandants et de la police militaire qui n'hésitent pas à frapper les soldats qui sont arrêtés pour leur extorquer des confessions. Résultat, ils ont fait 1 mort quand même et 3 blessés cette semaine. Et faut rajouter 2 morts et 1 blessé de la 58e brigade qui ont sauté sur une de leurs mines pendant qu'ils en installaient de nouvelles près de Novgorodskoye. C'est que quelques exemples, hein. On n'a pas tout, hein. Mais bon, déjà ça montre que les chiffres officiels des pertes de l'armée ukrainienne sont complètement bidonnés. Hein, parce que là, du 11 au 16, le quartier général ukrainien, il nous donne un chiffre officiel de 2 morts et 2 blessés. Bon, si vous faites le compte, vous voyez qu'on est on a déjà 10 morts. Hein, voilà. Et puis les 2 blessés, on en est très loin. Hein, voilà. Donc bon, ça en dit long. Hein, ça en dit très long.
Cette semaine, l'armée ukrainienne a repris le brouillage des signaux des drones de l'OSCE, obligeant les observateurs à les poser en urgence pour ne pas les perdre. Les contribuables européens les en remercient. Je rappelle, c'est votre pognon qui part dedans quand même. Par contre, les contribuables européens seront peut-être pas très contents de savoir qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne continuent de fournir à l'Ukraine des armes létales et des munitions pour que Kiev puisse continuer son petit jeu de massacre dans le Donbass. Ainsi, la 128e brigade des forces armées ukrainiennes attend la livraison de munitions d'artillerie venant de Bulgarie. Voilà. À savoir 240 obus de 122 mm pour obusiers des 30 et 80 obus explosifs pour mortiers de 120 mm. Alors le plus beau entre guillemets, c'est très ironique, c'est que ces munitions ont été livrées à l'entrepôt de la 128e brigade depuis la Roumanie sous couvert d'aide humanitaire. Alors nos auditeurs, pour ceux qui suivent le conflit depuis le début, savent peut-être que l'Ukraine passe son temps à hurler en disant que les convois humanitaires que la Russie envoie dans le Donbass, c'est sûrement des chars d'assaut et des machins comme ça. Ce qui n'est pas le cas, c'est de la nourriture pour bébés, des médicaments, des trucs pour purifier l'eau, etc. Mais eux, par contre, ils le font. Voilà. De l'aide humanitaire, c'est des obus d'artillerie et des obus de mortiers explosifs qui vont nous être envoyés sur la gueule après. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est quand même très intéressant. Bon, clairement, une fois que ces munitions seront arrivées sur le front, je pense qu'on va avoir droit à une nouvelle hausse des bombardements contre le territoire des deux républiques, donc voilà quoi. Quand je vous dis que les nouvelles sont pas très bonnes, l'autre nouvelle qui est pas très bonne non plus, que j'ai vu vite fait en passant, c'est que Zelensky donc a décidé d'abaisser l'âge de la conscription obligatoire de 20 ans à 18 ans. Et donc là, ils ont prévu de refaire 2 vagues cette année, une en avril et une à l'automne. Nouvelle vague de conscription. Donc voilà, ils sont en train de remplir les rangs de l'armée. Donc quand tu veux réellement faire la paix, tu ne remplis pas les rangs de ton armée. T'abaisses pas l'âge de conscription pour rafler plus de gars. Je pense que ça promet de nouvelles désertions en masse, voilà. Et puis pas mal de nouveaux immigrés qui iront se barrer ailleurs pour échapper à la conscription. Donc c'est voilà. Donc pour une fois, je vais vous parler de la RPL, donc de ce civil qui a été blessé. Ça a eu lieu le vendredi 10 janvier à 17h50. Les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu depuis leur position située à Gorskoye sur la ville de Kirovsk, qui est située en RPL, donc je vous montrerai une petite carte. Ils ont tiré 6 obus d'artillerie lourde. Bon, au vu de la distance entre la ligne de front et la ville visée, là c'est un crime de guerre délibéré de la part de l'armée ukrainienne, parce que là ils pourront pas me faire croire que c'est une erreur de tir, un dommage collatéral, qu'ils ont loupé leur cible ou je sais pas quoi. Je veux dire, vous allez voir, il y a 18 km entre l'armée ukrainienne et la ville qui a été visée. Ils pouvaient pas dire qu'ils ont visé sur une position. Non. Là, ça va pas passer. Initialement, la représentation de l'RPL au sein du CCCC avait annoncé qu'il s'agissait d'artillerie de 122 mm, mais une fois sur place, ils ont découvert des restes d'obus d'artillerie de 152 mm, que je vais vous montrer en photo. L'analyse de ces fragments trouvés sur place a permis de déterminer que ce sont des obus qui ont été tirés par un obusier MSTA-B, donc ça c'est un obusier qu'on retrouve assez fréquemment dans nos sites REP, malheureusement. Ces tirs ont blessé un civil, un homme de 58 ans, endommagé 5 habitations ainsi qu'un gazoduc et des lignes électriques. On a eu 60 habitations qui se sont retrouvées sans courant et 7 qui se sont retrouvées sans gaz. Suite à ce bombardement, le ministre de l'Intérieur de la RPL, Igor Kornet, s'est rendu sur les lieux avec des inspecteurs pour s'entretenir avec les témoins du bombardement. La femme de l'homme qui a été blessé a expliqué en fait ce qui s'était passé. Elle a dit qu'il y a eu des coups de feu qui avaient été tirés un peu plus tôt, mais c'était relativement calme. Et puis il y a eu un projectile qui a touché la cour, blessé son mari, détruit la maison. Et elle a expliqué qu'en fait au moment du bombardement, elle était dans la rue, elle était dehors avec son petit-fils et qu'ils ont survécu par miracle parce qu'en fait les obus ont vraiment pété assez près d'eux. Et en fait c'est son mari qui lui a crié le plus important, couche-toi, laisse-toi tomber, quoi. Bon.
les gens qui vivent dans ces zones-là savent déjà comment se comporter en cas de bombardement, hein, c'est pas la première fois. Donc ils savent que voilà, faut se coucher par terre et puis il faut attendre que ça passe en priant pour que ça ne tombe pas dessus, quoi. Hein. Voilà, c'est à peu près ça. Donc son mari Sergueï Boïko, qui a été blessé pendant le bombardement, a déclaré que l'obus tiré par les soldats ukrainiens est tombé à peine 3 mètres de lui, alors qu'il courait pour se cacher dans la cave. L'homme a reçu un choc traumatique dû à l'explosion de l'obus, ainsi que des blessures légères provoquées par les éclats. Il a traité les soldats ukrainiens de bâtards. Hein, il a dit soit ils savent pas tirer, soit ils se font plaisir, parce qu'il dit ils tirent sur des enfants et des adultes à travers toute la ville. Hein, parce que bon, comme vous l'avez vu sur la carte, la ville est pas sur la ligne de front, quoi. Donc les mecs ils peuvent pas. Non. L'erreur, ça marche pas, là. Bon, il a dit que, clairement, pendant les vacances du Nouvel An, il avait entendu des bombardements, mais il s'attendait pas à ce que l'armée ukrainienne bombarde les quartiers résidentiels de la ville de manière aussi cynique. La situation sur cette portion du front s'est violemment aggravée, en fait, après l'arrivée de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes, sur les positions situées justement face à Kirovsk. Hein. Donc cette brigade, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue de nombreuses fois dans mon site rep. C'est les pires... fils de... Désolé, hein, j'ai évité d'être trop vulgaire. Mais c'est ceux qui ont tiré sur les employés de la compagnie ou du Donbass. C'est ceux qui avaient tiré au missile anti-char sur le conducteur d'un camion dans une carrière près de Kouchaïevsk, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous remémorez bien la bande de salopards que c'est. Voilà, c'est les mêmes. C'est eux, voilà. Donc rien d'étonnant, hein, que bon, bah, suite à la rotation qui les a amenés sur la ligne de front, et ben comme par hasard, la situation s'est aggravée. Ainsi, en début de semaine, cette même brigade a tiré 40 munitions d'armes légères et de lance-grenades contre le territoire de la République populaire de Lougansk. Elle s'est aussi illustrée par l'incendie d'une de ses fortifications près de Kliakovka. Un des soldats en état d'ébriété a tiré une fusée éclairante dans l'abri fortifié. Il y a un incendie qui s'est déclaré, la fortification est complètement cramée. Résultat, il y a eu 3 soldats ukrainiens grièvement brûlés lors de cet incident. Voilà, ça compte aussi dans les pertes hors combat, hein, vous voyez, donc déjà 3 brûlés, alors que le quartier général nous annonce 2 blessés pour la semaine. Hein, Mais bon, ça prouve bien que les belles paroles de paix de Zelensky, de son gouvernement, ça vaut pas un peu de lapin face à la réalité. Hein. Ce bon, quand on voit sur le front des unités connues pour leurs crimes de guerre, que tu sanctionnes pas les soldats, les commandants qui mènent ces bombardements criminels contre des civils, tu peux pas dire après que tu veux appliquer les accords de Minsk, je veux dire, faut arrêter le foutage de gueule. Hein. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Alors, accord de Minsk, toujours... je vais vous montrer à quel point l'Ukraine en a strictement rien à faire des accords de Minsk et à quel point elle en a rien à faire non plus des garants occidentaux. Kiev est tellement assuré en fait d'avoir, ils ont un totem d'immunité permanent, tu vois, un totem d'immunité, parce qu'en fait, bon, en plus de violer allègrement le cessez-le-feu dans le Donbass et de faire des destructions et des victimes parmi les civils. Bah en fait, là, l'Ukraine, ils se gênent même plus pour étaler leur violation des accords de Minsk à la télé. Voilà. On a eu un truc sublime, là, quand même. C'est le 13 janvier 2020, la chaîne télévisée ukrainienne Piatyi Canal, qui a publié sur son site et sur sa chaîne YouTube un reportage sur la ligne de front dans le Donbass, où ils ont montré fièrement les soldats ukrainiens en train de mener une reconnaissance par drone sur le territoire de la République populaire de Donetsk. Petit problème, un petit entre très gros guillemets, c'est que le point numéro 7 du mémorandum d'application des accords de Minsk interdit les vols de drones en dehors de ceux de l'OSCE. Donc ni l'Ukraine, ni les RPD, ni les RPL n'ont le droit de faire voler des drones de reconnaissance sur la ligne de front et jusqu'à 30 km au-delà. Hein. Donc voilà, ça vous... Voilà, je pense que plus clair que ça, tu meurs. Voilà. C'est quand même hallucinante. Hein. Donc voilà, donc l'Ukraine, en plus de violer le cessez-le-feu, viole un autre point des accords de Minsk, et en plus, elle l'affiche fièrement dans un de ses médias, au vu et au su du monde entier. Et on n'a pas vu la moindre protestation, ni de l'OSCE, ni de la France, ni de l'Allemagne. Hein, non, Poutine avait raison quand il disait, hein, si les Ukrainiens demandaient des bébés à bouffer au petit-déj, on leur donnerait en trouvant des excuses. C'est exactement ça.
Hein, parce que pendant qu'ils hurlent tous, oui, mais la Russie applique pas les accords de Minsk, gna gna gna, sauf que la Russie, elle a pas appliqué les accords de Minsk, parce que je rappelle encore une fois, pour les boucher à l'Emery, que la Russie, comme la France et l'Allemagne, est garante des accords, elle n'est pas signataire. Signataire, c'est l'Ukraine, les RPD, les RPL, voilà. Donc c'est comme si je demandais à la France d'appliquer les accords de Minsk, c'est complètement débile, voilà. Mais là par contre quand on a une preuve flagrante de violation des accords de Minsk par Kiev, qui publie ça sur internet, hein, silence radio. Silence radio. Puis en plus c'est pas une violation anodine, parce qu'une telle reconnaissance c'est pas juste fait pour voir ce que fait l'ennemi, hein, comme l'ont raconté les soldats ukrainiens dans le reportage. Le but c'est de repérer des cibles pour de futurs bombardements. Voilà, ce qui, moi, me fait craindre de nouveaux tirs contre les deux républiques quand tu mets ça avec toutes les autres nouvelles dont j'ai parlé précédemment, hein, voilà. Donc, c'est... Clairement, on voit que là, il y a un gros problème, hein, parce que bon, c'est pas avec des nouveaux bombardements que Zelensky ramènera la paix dans le Donbass ou fera baisser le nombre de morts au sein de l'armée ukrainienne, parce qu'en plus, il n'y a pas que le volet sécuritaire, hein, où le foutage de gueule est stratosphérique. Le volet politique des accords de Minsk, c'est encore pire. Donc toujours la pseudo-loi sur la décentralisation qui est poussée par Volodymyr Zelensky, toujours faite sans concertation avec les représentants du Donbass, hein, comme d'habitude. Bon, il semble que là, Zelensky est en train de rétro-pédaler un peu parce qu'il s'est fait tirer les oreilles par l'Allemagne, la Suède et le Canada, dont les ambassades en Ukraine ont gueulé, semble-t-il. Donc là, il semble qu'ils ont retiré le truc pour révision, hein, voilà, pour revoir un peu la copie. Bon, nos auditeurs se souviendront qu'à la mi-décembre 2019, j'avais déjà alerté, hein, sur le fait que cette loi ne respecte absolument pas les accords de Minsk et empêcherait même en réalité de les appliquer. Donc, je rappelle, cette loi n'a pas du tout été coordonnée avec les RPD et les RPL comme le prévoient les accords de Minsk, hein, donc déjà ça, à la base, c'est une violation des accords. En plus, la loi contient pas un seul mot sur le statut spécial du Donbass, ce qui est quand même le truc de base qui est inscrit dans la partie du volet politique des accords de Minsk. Je rappelle, elle instaure la création de représentants présidentiels appelés des préfets qui auront le pouvoir de suspendre tout acte juridique adopté par les conseils locaux, c'est-à-dire en fait d'empêcher toute prise de décision qui ne conviendrait pas à Kiev. Bon, autant dire que c'est pas une décentralisation, au contraire, c'est un renforcement de la centralisation du pouvoir, entre autres présidentiel, ukrainien. Donc, bon, malgré le rappel à l'ordre des RPD et des RPL, Kiev avait persisté dans son machin, jusqu'au moment où ils se sont fait tirer les oreilles par les Occidentaux. Ce qui semble-t-il a empêché que Zelensky envoie son truc à la Cour constitutionnelle ukrainienne, parce que c'était ça qui était prévu. Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, a bien sûr vivement réagi, hein, au fait que l'Ukraine s'obstine à vouloir falsifier l'application des accords de Minsk. Bon, parce qu'elle a dit quand même que ce projet de décentralisation n'a rien de commun avec la notion de décentralisation qui est énoncée au paragraphe 11 du paquet de mesures. Hein, elle a rappelé que c'est une décentralisation qui doit tenir compte des particularités du Donbass et qui se fait en coordination avec ses représentants. Or là, le document présenté par Zelensky contient pas un seul mot sur le statut spécial du Donbass. Déjà, ça part mal, et qu'en plus, comme je l'ai dit, avec ce système de préfets, etc., ils vont bloquer même toute possibilité de donner ce statut spécial au Donbass et de mener une véritable décentralisation. Donc résultat, pour Natalia Nikonorova, le seul point commun entre l'initiative de Zelensky et les exigences contenues dans les accords de Minsk en matière de réforme constitutionnelle, c'est le mot décentralisation lui-même, mais complètement vidé de sa substance, c'est-à-dire c'est juste un paravent, c'est de la novlangue, c'est une décentralisation qui est au contraire une centralisation renforcée. Donc on est vraiment dans la paix c'est la guerre, la liberté c'est l'esclavage, enfin etc. etc. Hein. La ministre des Affaires étrangères de la RPD a d'ailleurs souligné, hein, donc, que ce projet de loi renforçait la centralisation du pouvoir en Ukraine, qui n'avait pas été coordonné même en interne. Résultat, l'association des villes ukrainiennes a dénoncé la nocivité de cette initiative et a appelé le Parlement ukrainien à rejeter ce projet de réforme. Donc déjà, voilà. Bon, elle n'a pas été la seule, hein, Vladislav Deneygo, le ministre des Affaires étrangères de la RP, il a lui aussi poussé une gueulante. Il a déclaré que, clairement...
Kiev continuait ses tentatives de substituer à la décentralisation réelle de l'Ukraine et au fait d'accorder aux républiques du Donbass un statut spécial complet permanent, un espèce d'ersatz qui en réalité détruit l'autonomie locale en Ukraine. Hein, il a d'ailleurs rappelé que cette décentralisation prévue par les accords de Minsk, c'est pas une décentralisation vague comme ça, machin, non, c'est pas un concept vague, c'est une série de réformes constitutionnelles concrètes qui contient un certain nombre de composantes qui ont été définies dans le fameux paragraphe 11 du paquet de mesures, à savoir entre autres la loi d'amnistie, donc l'interdiction de poursuivre ou de sanctionner ceux qui ont participé au conflit, la création d'organes autonomes propres élus lors d'élections extraordinaires avec impossibilité de mettre fin prématurément au mandat, la nomination par les autorités locales des procureurs et des juges, le droit à l'autodétermination linguistique et à la coopération transfrontalière, la création d'une milice populaire et des relations contractuelles avec les organes exécutifs centraux ukrainiens qui seront obligés de promouvoir le développement économique, social et culturel de la région. Donc vous voyez, c'est pas du tout un truc vague, flou, avec lequel on peut faire n'importe quoi. Or, le projet de Zelensky contient aucun des points mentionnés ci-dessus et supprime même la notion de district de la structure du système administratif territorial ukrainien, ce qui bloquerait constitutionnellement toute possibilité d'accorder un statut spécial au Donbass et donc d'appliquer les accords de Minsk. Voilà, comme je vous le disais, Zelensky n'est pas du tout le président de la paix, il fait tout pour amener l'Ukraine dans un cul-de-sac qui rendra impossible l'application des accords de Minsk, et donc après il pourra jouer les Calimero en disant ouais mais on peut pas appliquer les accords de Minsk, gna gna gna, puis bon bah voilà tiens hop mon petit scénario chypriote vite fait, hein, je t'embrouille. Et je dis, il continue sur cette lancée. Hein. On est toujours dans l'idée du scénario chypriote. Voilà, la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, ça avance bien. Hein. Et là, en plus, le même jour qu'il y avait toute cette histoire, ils ont aussi déposé à la Rada le projet de loi pour légaliser les jeux d'argent. Je vous l'avais dit que ça allait venir. Oui, ils vont nous bâtir des casinos partout en Ukraine. Voilà. Donc c'est ça l'histoire, ils vont se faire du pognon, lui, Kolomoïski et toute une bande d'autres personnes. Il y a une personne qui m'avait fait un commentaire à ce sujet-là en disant que bon, Kolomoïski, en gros, c'était un mafieux, mais que face à la concurrence internationale, il n'allait pas avoir les reins assez solides. Ne pas oublier que Kolomoïski a quand même ses milices néo-nazis privées. Il va pas la jouer à la loyale. Voilà. Je vous explique comment ça va se passer, d'accord. L'Ukraine, c'est mafia land, hein. Je veux dire, voilà. En tant que businessman, vous pouvez vous faire menacer de mort par le SBU, par des milices néo-nazis, et puis tout ce petit monde étant totalement corrompu, je peux vous assurer que Kolomoïski a les moyens de s'enrichir grassement, même face à de la concurrence internationale. Je vous rassure tout de suite pour lui. Voilà. C'est pas un perdreau de la semaine, du tout. Je vais vous faire aussi un petit briefing sur la réunion qui a eu lieu à Minsk cette semaine, le 16 janvier. Bon, je vous épargne le suspense, hein, il n'y a rien eu de grandiose, il n'y a pas eu de grande avancée, etc. Concernant les futurs échanges de prisonniers, rien n'a avancé parce qu'en fait la représentante ukrainienne du groupe concernant les questions humanitaires ne s'est même pas pointée. Voilà, donc forcément rien n'a avancé. Concernant les zones de retrait, ça y est, Kiev a enfin fait 3 propositions autres que 3 zones au milieu des champs de blé, parce que c'était ça qui nous avait sorti l'autre fois. Donc là, comme les RPD et les RPL ont aussi fait 3 propositions chacune, on a 9 propositions sur la table à départager maintenant, donc ça avance un petit peu. Concernant le renforcement du contrôle du cessez-le-feu, alors là c'était folklorique, parce que les représentants ukrainiens n'ont pas été foutus d'expliquer le plan de Zelensky à ce sujet, pourtant vendu à grand renfort de coups de com' dans la presse. Hein. Donc voilà, Zelensky te dit oui, machin, on va mettre en place des nouvelles mesures, machin, patin couffin. Quand on demande des détails aux représentants ukrainiens à Minsk, ils sont pas foutus de t'expliquer le truc. Bon. Déjà qu'ils commencent par appliquer les mesures qu'ils ont déjà signées l'an passé, et que nous on applique déjà depuis plus d'1 an et demi. Hein. Voilà, 2 ans même je pense. Voilà. Qui sont entre autres le fait de sanctionner les soldats qui violent le cessez-le-feu. Voilà, ça c'est toujours pas fait en Ukraine, chez nous oui. Et puis alors le plus beau ça a été la Daria Olifer, encore elle, la secrétaire de presse de Kouchma, qui a continué dans ses conneries sur Facebook, elle nous en pond tous les mois, où elle a de nouveau posté l'exigence de récupérer le contrôle de la frontière avant que les élections aient lieu, hein, dans le Donbass, alors que je rappelle les accords de Minsk disent le contraire.
Et elle a sorti que Kiev avait proposé de créer un sous-groupe dédié à cette question à Minsk, sauf que c'est pas vrai. Donc elle continue dans les fake news. C'est de mieux en mieux. De toute façon, l'RPD, l'RPL, on me dit que ça sert à rien de toute façon de créer ce genre de sous-groupe, puisque, comme on dit, les élections, c'est l'avant-dernier point, et le contrôle de la frontière, c'est le dernier. Donc d'abord, commencer à bosser sur le reste, et on verra la question de la frontière après. Hein. On met pas la charrue avant les bœufs. Et puis, en Ukraine, c'est de plus en plus le cirque. Puisque le Premier ministre ukrainien, Alexei Goncharuk, a remis sa lettre de démission à Zelensky, après qu'une bande audio dans laquelle on entend parler de l'ignorance du président en matière économique a fuité sur YouTube, ce qui a déclenché un véritable scandale. Donc elle a fuité le 15 janvier. La chaîne YouTube, vous savez, été publiée en premier, a disparu, après que le scandale ait éclaté. Mais bon, les médias ukrainiens ont fait des copies, donc... C'est comme ça qu'on y a eu accès. Donc le 15 janvier, donc cette bande audio a été publiée sur YouTube, où on entend une discussion lors d'une réunion entre Alexei Goncharuk, Premier ministre ukrainien, et d'autres membres du gouvernement, de la Banque nationale ukrainienne, etc. Cette réunion aurait eu lieu le 16 décembre 2019. Comme je disais, certains médias ukrainiens ont récupéré la bande et l'ont eux-mêmes publiée au milieu de leur journal télévisé, comme la chaîne Zik. Alors, ce qui était le premier truc qui m'a fait rigoler un peu, c'est que tout au long de son discours, Goncharuk, il parle qu'en russe. Par un seul moment, il parle ukrainien. Résultat, la chaîne Zik a dû mettre une transcription en ukrainien, pendant qu'elle diffuse la bande audio, pour respecter la loi sur l'usage de la langue ukrainienne. Ça fait un petit peu tâche, hein, pour un gouvernement qui poursuit la politique russophobe et anti-langue russe de son prédécesseur, de se faire attraper à pas parler la langue officielle pendant une réunion officielle. Ça vous montre à quel point c'est débile. Voilà. D'ailleurs, ça se continue. Hein, là, ils ont sorti la nouvelle mouture de leur loi sur l'éducation. Alors, elle est devenue encore plus discriminante que l'ancienne. C'est-à-dire qu'en gros, pour les russophones, c'est dès la 5e classe, ils vont passer à 80% de cours en ukrainien. Par contre, pour ceux qui parlent des langues de l'Union européenne, donc les Hongrois, les Bulgares, les Roumains, ça sera que 40%. Je crois, 40%, enfin un peu moins de la moitié. Et pour les Tatars, entre autres de Crimée, c'est encore un autre truc. Donc le traitement complètement discriminatoire selon la langue, vous voyez que c'est complètement russophobe, mais les mecs, pendant la réunion officielle, ils parlent russe. Enfin là, vous voyez, ça devient complètement débile. Mais vous voyez qu'ils veulent vraiment éradiquer la langue russe. Voilà. Zelensky ne dévie pas d'un iota de la politique de Poroshenko. On est dans la suite logique. Voilà, donc pour ceux qui imaginaient Zelensky, ça va aller mieux, il est russophone, mets-toi bien ça mon kiki, hein, parce que là, vous voyez, ils poursuivent exactement la même politique. Hein, c'est la même. Bref. Donc qu'est-ce que nous dit Goncharuk dans cette bande audio? Donc c'est une réunion qui aurait eu lieu la veille d'une réunion avec Zelensky, et Goncharuk demande d'aider à expliquer au président ce qui se passe avec le cours du dollar, ce qui le renforce, et de lui dire s'il y a un trou dans le budget de 50 milliards de hryvnias, soit environ 2 milliards de dollars. Ouais. Et puis alors là, il explique, comme ça, tout dans le feutré, que Zelensky a une compréhension très primitive des processus économiques, avant de dire à ses collègues ce qu'ils doivent expliquer au président le lendemain, tout en finissant par avouer lui-même qu'il connaît pas grand-chose à l'économie. Hein. Il dit « Je suis un ignorant complet en économie ». Là, c'est édifiant. C'est-à-dire que et le président et le Premier ministre sont des buses. Voilà. C'est dit. Voilà. Goncharuk n'a pas nié l'authenticité de la bande audio, mais il a déclaré qu'elle avait été éditée. Donc en gros, il y avait des morceaux de conversation qui avaient été mis ensemble, etc., ce qui est possible. Bon. Mais face au scandale et au tollé qu'ont déclenché ses propos sur l'incompétence de Zelensky en matière économique, Goncharuk a annoncé sur Facebook avoir remis sa lettre de démission au président ukrainien qui doit maintenant décider s'il l'accepte ou pas. Il a donc, comme je disais, déclaré que la bande avait été fabriquée, que le contenu donnait artificiellement l'impression que lui et son équipe ne respectaient pas le président, mais que, en gros, après il a fait un panégyrique de Zelensky, et pour dire que pour lever tout doute sur son respect et sa confiance envers le président, il a remis à ce dernier sa lettre de démission.
pas. La question est maintenant de savoir est-ce que Zelensky va l'accepter ou pas et soumettre à ce moment-là la lettre de démission à la Rada pour qu'elle vote pour ou contre. Le parti d'opposition a encouragé Zelensky à accepter la démission en disant que c'était impossible de s'occuper correctement d'économie de cette façon. Là-dessus, ils n'ont pas totalement tort. Hein, et qu'ils étaient sûrs qu'une bonne majorité des députés de Zelensky, du parti de Zelensky, voteraient pour. Bon, là-dessus, ils ont raison. Puisque le chef de la faction du parti présidentiel à la Rada a annoncé que si Zelensky approuvait la démission de Goncharouk, le parti serviteur du peuple voterait pour à l'unanimité, donc voilà. Bon, il y a eu un politologue, là, Bogdan Biespalko, qui est membre du Conseil pour les relations interethniques, qui a dit que, bon, lui, il pense que Zelensky va pas virer Goncharouk, parce que, bon, l'incompétence de Goncharouk est un secret pour personne, et surtout pas pour Zelensky, et que si ça avait été un problème, il l'aurait déjà viré depuis longtemps. Que en gros, s'il l'a gardé, c'est qu'il lui convient, et que donc il y a de bonnes chances qu'il refuse sa démission, et qu'en plus, s'il devait le virer pour incompétence, Zelensky devrait se démissionner lui-même avec, parce que pour les mêmes raisons. Voilà. Donc pour lui, il y a 3 scénarios possibles, soit il va garder Goncharouk et le punir d'une façon ou d'une autre pour les propos qu'il a tenus, soit le virer plus tard à un moment un petit peu plus opportun pour utiliser Goncharouk comme paratonnerre pour le mécontentement populaire. Soit accepter la démission de Goncharouk, et alors là ça va être le bordel, parce que ça va être une bataille d'influence entre George Soros, Igor Kolomoïski, Zelensky et l'opposition pour choisir le nouveau Premier ministre, donc ça va être le souk, ça promet. Bon, citant des sources au sein du bureau du président ukrainien, le site zn.ua a déclaré que Zelensky n'a pas l'intention d'accepter la démission de Goncharouk, une info qui semble être confirmée par le fait que Zelensky a ordonné qu'une enquête soit menée pour identifier qui a enregistré la conversation et l'a fait fuiter sur internet. Il a donné 2 semaines aux forces de l'ordre pour identifier la taupe et mettre en place des mesures techniques pour empêcher que les conversations entre les membres du gouvernement puissent être enregistrées puis diffusées à l'avenir. Un ordre présidentiel reçu 5 sur 5 parce que le SBU a confirmé le jour même avoir lancé une enquête pour identifier la personne qui avait enregistré la conversation. Donc moi je pense que Zelensky cherche plus à punir la taupe que Goncharouk lui-même, ce qui confirmerait qu'il n'a pas l'intention de le virer. Bon, reste à voir dans les prochains jours ce qu'il va décider au sujet de cette affaire, qui redore pas ni son image ni celle de son gouvernement, et surtout pas celle de son Premier ministre, qui, je le rappelle, était celui qui était allé sur scène lors d'un concert néo-nazi à Kiev. Voilà, c'était lui. Voilà. Ça vous étonnera pas hein, qu'il tienne des propos comme ça. Tout à fait normal. Et alors, pendant ce temps-là à Kiev, je vous en ai fait profiter cette semaine, je vous l'ai mis en article sur Donbass Insider, parce que c'était tellement croustillant que celui-là, je pouvais pas vous l'épargner, c'était pas possible. Alors, ceux de nos auditeurs se souviendront que j'ai déjà parlé de Dmitry Gordon, hein, le propagandiste ukrainien, ouais, moi j'appelle plus ça un journaliste à ce stade-là, pro-Maïdan, hein, pro-Poroshenko, pro-guerre dans le Donbass, enfin le mec, vraiment il est à fond, quoi. Et bah là, le 6 janvier, il a accusé le journaliste et présentateur TV russe Vladimir Solovyov de l'avoir rendu malade après lui avoir jeté une malédiction. Non, ça vient pas du Gorafi ukrainien. Il a balancé ses accusations sur sa propre chaîne YouTube. Et c'était pas un poisson d'avril, j'ai vérifié la date. Voilà. Alors je sais, ça peut paraître délirant hein, d'avoir publié ça au milieu des nouvelles, entre les bombardements et les machins, mais je pense que c'est quand même assez important, ce genre d'informations, pour bien se rendre compte à quel point tant les autorités ukrainiennes que les journalistes pro-gouvernement de Kiev sont complètement hors sol, pour pas dire bon pour l'asile, parce que là c'est enfin, là, dites-moi qu'on a touché le fond, parce que s'ils continuent de creuser, ils vont trouver du pétrole ou des Chinois, je sais pas, mais enfin, là ça devient délirant quoi. Bon, bref, donc ce délire a eu lieu après une altercation entre les deux, hein. Donc après son altercation avec Vladimir Solovyov, Gordon serait tombé malade à cause d'une malédiction que Solovyov lui aurait jetée, hein, voilà. Donc au moment de faire sa vidéo en direct avec ses abonnés sur YouTube, Gordon allait mieux, hein, mais il a tenu quand même à expliquer ce qui s'était passé. Donc il a raconté qu'il a souffert d'une inflammation de l'œil juste après sa dispute avec Solovyov à la télévision russe, et que pour se débarrasser de cette malédiction, hein, Gordon a eu recours à une méthode populaire, une méthode de grand-mère, faire la nique face à Solovyov. Donc faire la nique en russe c'est ça, voilà, vous mettez le pouce entre voilà, l'index et le majeur, donc voilà, il a fait ça face à Solovyov, et la malédiction est partie.
Non, je vous jure, c'est vraiment ce qu'il a sorti sur sa chaîne. Voilà. Il a dit que ça fait presque totalement disparaître son inflammation à l'œil, qui n'était pas le seul signe horrible de cette malédiction. Il a dit que il avait aussi la bouche noire, que c'était un vrai cauchemar. Hein. Bon, il a dit que dès qu'il a fait ça, son orgelet a presque immédiatement disparu. Alors un orgelet, c'est une infection de la base d'un cil. Ça n'a rien à voir avec les histoires de malédiction, bref. Bon, moi je pense qu'il s'est rendu malade tout seul à force de s'enflammer. Hein. Voilà. Le plus inquiétant pour moi, c'est quand même que la majorité des commentaires sous sa vidéo lui expriment du soutien et ne remettent nullement en cause ce qu'il raconte. Voilà, là on voit que la folie des élites ukrainiennes se propage comme un virus dans le reste de la société, au point que les gens viennent à croire qu'un journaliste russe ait pu jeter une malédiction contre un de ses homologues ukrainiens pour une simple altercation. Les psychiatres ukrainiens, vous foutez quoi? Faut vous mettre au boulot, là. Parce que si cette épidémie de folie continue de se propager comme ça, vous allez avoir la majorité de la population ukrainienne qui va devenir complètement tarée, là. On va voir fleurir les accusations de malédiction ou de Dieu sait quoi d'autre contre tel ou tel journaliste ou homme politique russe, jusque dans les grands médias. Parce que là, ça a été relayé par des petits médias ukrainiens pas très importants. Mais je pense que si ça continue comme ça, on va finir par trouver ce genre d'informations chez Ounian ou Sensor.ua, quoi. Je pense que c'est pas du tout exclure. Voilà, là on plane complet. Là faut arrêter. Là faut arrêter. Je sais pas ce qu'ils consomment à Kiev, mais là faut qu'ils arrêtent. Voilà. Donc ça c'est un peu la situation. Je vous encourage à aller sur Donbass Insider. Il y a d'autres articles dont j'ai pas parlé ici, entre autres une enquête qui a été lancée par la cour anticorruption, la haute cour anticorruption ukrainienne contre Poroshenko et l'administration Obama et le Joe Biden, toujours lui. La traduction d'interview que Daria Mastikacheva a donnée où elle explique ce que le SBU lui a fait subir en termes de torture, de menaces sur ses proches pour l'obliger à confesser des crimes qu'elle n'a absolument pas commis, etc., etc. Et donc encore une fois, suivez-nous sur plusieurs réseaux sociaux et relayez au maximum nos articles, entre autres sur Facebook, parce que là la censure elle s'est vraiment mise en route contre nous et donc il faut absolument qu'on compense avec plus de gens qui partagent dans les groupes et sur leurs murs. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à inviter vos amis dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par ces articles à s'abonner à la page Donbass Insider pour recevoir l'information de manière directe. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. Bonne journée à vous.